tous, bienvenue dans l'interview. Une volée de chiffres sur l'enseignement ont été présentés hier par la ministre Marie-Martine Schims. Elle signale que le redoublement n'augmente pas mais reste trop élevé et conclut il y a encore des efforts à faire. Alors Françoise Berthiaud, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Rien de neuf sous le soleil? C'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a encore des efforts à faire. Les chiffres restent très mauvais. Le taux de redoublement est un des plus élevés d'Europe. Les résultats de nos élèves sont, je ne peux pas dire globalement mauvais. L'écart entre les plus faibles et les plus forts reste beaucoup trop élevé. Et nous avons d'autres chiffres aussi qui sont sortis. C'est la pénurie des enseignants. Il y a beaucoup trop de classes qui n'ont pas de professeurs. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Et ce qui me désespère un peu, c'est que ça n'a pas été fait. Elle dit ce genre de données montre tout l'intérêt des mesures du pacte qu'on a commencé à mettre en œuvre, comme le fait de travailler sur les maternelles, d'encourager la fréquentation avant 6 ans, de faire venir des logopèdes en maternelle. Donc des choses ont été faites. Alors, les maternelles, c'est fait, c'est bien. Je crois que tout le monde est content que ce soit fait, mais j'ai envie de vous dire, c'est la toute petite partie. Oui, c'est le début, on peut vous répondre. Oui, mais enfin, je vous dirais, ces indicateurs sont mauvais depuis déjà plus de 10 ans. On sait qu'il y a un problème, on sait où sont les problèmes. Et ici, on a passé toute la législature à nous parler du pacte pour un enseignement d'excellence qui devrait arranger les choses. Mais en attendant, la pénurie d'enseignants, elle s'est aggravée. En attendant, l'écart entre les élèves les plus forts et les plus faibles, il ne s'est pas résorbé. En attendant, on va seulement peut-être prendre des mesures, si on a le temps, avant la fin de la législature, pour avoir plus de profs. J'ai un peu l'impression qu'on a perdu 5 ans. Ça, vous êtes dur, parce qu'il y a quand même toute une série de balises qui ont été mises pour la suite. C'était quand même quelque chose de gros, ce pacte d'excellence. On ne pouvait pas l'inventer comme ça en un claquement de doigts. On sait depuis plus de 10 ans que la formation de nos enseignants, telle qu'elle est dispensée aujourd'hui, ne les équipe pas assez pour aller devant les classes. On a voté avant-hier seulement un décret pour réformer cette formation. Donc j'ai l'impression qu'on met toujours tellement de temps à mettre les choses en œuvre qu'en attendant, la situation ne cesse de se dégrader en fait. Oui, alors comme vous le dites, ce fameux dossier de la réforme, ça faisait 10 ans qu'on l'attendait. On va passer de 3 à 4 ans pour la formation initiale des enseignants. Et le MR a voté contre. Pourquoi, si on attendait ça depuis si longtemps? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on n'aurait pas fait comme ça. Nous, on aurait d'abord réformé ce fameux bloc de 3 ans, le bac, dont on connaissait les faiblesses et les défauts. On l'aurait réformé pour le rendre costaud et solide. Et puis, seulement après, on aurait rajouté au-dessus une 4e ou une 5e année, en ayant évalué de préférence les conséquences financières. Parce que plusieurs études circulent sur les conséquences financières de la réforme telle qu'elle a été votée maintenant, et ces conséquences financières sont impayables pour la région, pour la communauté, pour personne. Donc on se demande vraiment comment on va faire. Autre chose aussi, cette réforme, est-ce qu'elle va remédier à la pénurie? Je peux vous dire, ça nous préoccupe vraiment. Dès lors que... On va quand même revaloriser, puisque les études sont plus longues, on va revaloriser notamment les barèmes des enseignants. Donc ça pourrait attirer vers ces métiers-là des personnes qui étaient peut-être rebutées par... Oui, mais est-ce que des études plus longues vont attirer plus d'étudiants? Ça, c'est une première question. Est-ce que le rallongement des études ne va pas rebuter un certain nombre de personnes d'entreprendre ces mêmes études? On n'a pas d'études, on n'a pas d'approche, on n'a pas de réponse. Et puis, comme on fait des études plus longues, on va avoir une année où on ne va pas diplômer. Et donc, pendant cette année où on ne va pas diplômer, on ne pourra pas redéployer de nouveaux profs devant les classes. Donc, on est aussi très, très inquiet, je ne vous le cache pas, des conséquences sur la pénurie d'enseignants de cette réforme. Et ce qui m'a vraiment sidéré, c'est que le ministre de l'Enseignement supérieur, comme ce n'est pas son problème, mais que c'est le problème de la ministre de l'Enseignement obligatoire, il s'en fiche. À quel titre il s'en fiche? Eh bien, quand on lui dit ça pourrait aggraver la pénurie, il vous dit à peu près ça n'est pas mon problème, ça c'est le problème de la ministre de l'Enseignement obligatoire. Vous ne pensez pas, quand on met une réforme en place, on se préoccupe avec ses collègues en solidarité gouvernementale de savoir si ça ne va pas causer des problèmes ailleurs. Quand vous parlez du surcoût qui est lié à cette réforme, une réponse qui est donnée, c'est de dire qu'on va avoir quelque part un retour sur investissement et que finalement moins d'élèves vont doubler et qu'on va regagner de l'argent à ce niveau-là. Vous n'y croyez pas? Non, j'y crois d'autant moins qu'on nous a toujours dit que le redoublement coûte 300 à 400 millions d'euros. Et donc, quand on aura supprimé le redoublement, on aura un retour de 300 à 400 millions d'euros, c'est quand même pas mal comme moyen de financement. Et puis, j'ai eu en main l'année dernière une note de l'inspection des finances, qui a plus d'outils que nous tous pour évaluer véritablement les chiffres, et qui dit que ça fera maximum 80 millions d'euros.
Et donc vous voyez, ils imaginent toutes des mesures qu'ils vont financer avec de l'argent qui n'arrivera pas. Alors mercredi, on a quand même avancé sur un autre dossier qui est celle de l'autonomisation de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors pour le spectateur comprendre, il y a plusieurs réseaux. Il y a un réseau qui est organisé par la Fédération, mais qui était contrôlé par cette même Fédération, qui se retrouvait un peu juge et partie là-dedans. Alors ce texte a été voté. Le MR avait menacé de voter contre et finalement vous vous êtes abstenu pour lui permettre de passer. Pourquoi? Alors on a toujours eu ce texte, cette volonté de scinder dans notre programme. Donc sur le fond, vous étiez d'accord? Tout à fait. Mais au niveau des modalités, quand déjà il y a 8 mois, on a commencé à discuter au Parlement, puis dans les groupes de travail, on avait dit qu'il y avait 3 problèmes pour nous. C'est que ça ne donnait pas assez d'autonomie aux établissements, que l'enseignement supérieur n'était pas intégré dans la scission, donc on faisait une scission sur une patte, et que la structure allait être, moi j'avais employé le mot qui est resté, un véritable mastodonte, parce qu'il y avait 600 personnes d'un coup qui devaient composer cette structure. On trouvait ça trop lourd. Gérer le réseau. Voilà. Alors, rapidement, on a obtenu des avancées sur les établissements plus autonomes, les chefs d'établissement plus à même de gérer leur école et pas tout dicter d'en haut. Donc, on a eu des avancées. Intégrer l'enseignement supérieur dans le périmètre, ça s'est fait à l'automne. Mais en face de nous, on a campé sur ce mastodonte. Et donc, nous, on était effrayés de donner naissance à une nouvelle structure qui allait être lourde, qui n'allait pas permettre à cet enseignement de se déployer et d'atteindre les objectifs qu'on voulait. Et on a resté comme ça pendant plusieurs semaines à expliquer notre point de vue et à avoir d'abord pas de réponse, puis une demi-réponse, et puis cette semaine, par des amendements qu'on a introduits au texte, des assurances que tout sera mis en œuvre, la structure soit moitié moins lourde, mais qu'en plus, si elle doit se développer plus tard, ce sera en fonction du développement réel du réseau. Je vous dis ça pourquoi? Vous savez que depuis 20 ans, ce réseau a perdu à peu près 15% de ses élèves, parce que ces établissements ne vont pas bien à cause des lourdeurs. Et donc nous disons, il faut que ce réseau puisse se redéployer, puisse reprendre des élèves. On a besoin de place en région bruxelloise, ce n'est pas à vous que je dois le dire. Donc il faut que tous les réseaux puissent se déployer, mais il faut évidemment avec une structure qui lui permette de le faire. Les milieux patronaux s'étaient inquiétés au moment du blocage en se disant ça risque de ne pas passer et ça c'est très inquiétant. Est-ce que c'est sous cette pression-là que le MR a avancé? Oh, il n'y a pas qu'eux qui se sont inquiétés parce que tous ceux qui ont travaillé, tous les acteurs du pacte pour un enseignement d'excellence nous ont contactés. Est-ce que ça pouvait bloquer la suite? Alors, que ça bloque la suite ou pas, ça je vais vous dire, pour certaines choses ça m'aurait bien arrangé que ça bloque la suite. Mais ça ne tient pas la suite. Je vous donne un exemple. Le fameux tronc commun allongé dont on nous parle tout le temps, qui est dans le pacte. C'est la seule chose dans le pacte absolument contre laquelle nous sommes. Mais qu'on ait voté la scission ou pas, s'ils décident d'amener un décret sur le tronc commun, ça passera. Hein. Donc nous, on ne tenait pas les choses comme ils essaient de nous le dire. Par contre, pour le plan de pilotage des écoles, qui est cet outil qui permet de fixer des objectifs et puis d'évaluer les écoles, il fallait qu'il y ait... Là, c'était lié, effectivement. Et là, on était coincés sur ce dossier-là. Le MR, dans un communiqué, disait qu'il voudrait que les régions gèrent le pouvoir organisateur de l'enseignement technique et professionnel donc de ce réseau-là. Pour quelle raison? Alors, ça paraît un peu la tuyauterie, mais ça n'est pas de la tuyauterie institutionnelle. Nous sommes conscients que le réseau qualifiant, technique et professionnel, doit être beaucoup plus en prise avec la vie des entreprises, avec les technologies comme il y a dans les entreprises, avec le rythme demandé aux gens qui travaillent dans les entreprises, et qu'il faut beaucoup plus pouvoir développer l'enseignement en alternance, les synergies avec les entreprises. Mais tout ça, c'est effectivement actuellement des compétences des régions. Et donc, pour que nous puissions déployer, moderniser surtout notre enseignement qualifiant, il faut qu'il puisse être en prise avec les compétences des régions et donc qu'une partie de son organisation puisse se faire au niveau des régions. Mais vous n'avez pas peur que ce soit un premier pas vers une régionalisation de l'enseignement? Ah, je serai vigilante parce que moi, je ne suis pas pour une régionalisation de l'enseignement, mais je suis malgré tout consciente que nous avons, avec la structure compliquée de notre État fédéral, les compétences dont on a besoin pour déployer les qualités de nos étudiants en qualifiant, ces compétences, elles sont au niveau des régions. Alors, tout autre dossier, celui du cannabis. Il y a une sortie dans la presse cette semaine du président des Jeunes MR qui plaide pour la légalisation du cannabis pour qu'elle se trouve finalement au programme électoral du parti, puisque c'est quand même la période où on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Je vous propose 3 possibilités de réponse. A. Non, pas question. B. Oui, le parti doit évoluer sur ce point. C. Cadrons d'abord le cannabis thérapeutique.
Alors j'ai envie de vous dire que c'est un mix entre vos deux réponses. J'aimerais bien que mon parti évolue sur ce point. Et je pense que c'est très bien que le président des jeunes demande qu'on discute, qu'on évolue, qu'on l'intègre dans notre programme finalement, si on arrive à temps pour le programme. Mais en tout cas, que cette réflexion démarre dans mon parti, parce que je pense qu'il est indispensable que l'on puisse avoir une vision plus moderne, une vision qui, tout en légalisant, permette de mieux contrôler ce qui se passe sur ce marché et par rapport à nos jeunes. Et donc, j'essaierai de relayer. Prêt à évoluer je sens qu'il y a des gens qui ont envie d'évoluer, oui. Oui, moi j'ai envie d'évoluer, mais je ne suis pas toute seule. Mais pour l'instant, ça bloque. Il y en a qui ont un peu peur. Est-ce qu'on ferait bien de le faire ou pas? Mais je pense que le temps arrive pour avoir ce débat chez nous à l'interne. Oui. Ouais. Débat que vous allez donc appuyer. Je vais m'en mêler, vous vous en doutez. En vue des élections, et les élections, puisqu'on en parle, on attend les têtes de liste du MR. Il y a beaucoup de spéculations dans tous les sens. Est-ce que ce sera pour lundi? Est-ce que là, enfin, les choses vont avancer? J'espère que ça va avancer, parce qu'il est temps qu'on se mette en marche. Il est temps qu'on aille défendre notre programme sur le terrain. Il est temps qu'on sache qui va jouer quel rôle, pourquoi. Et vous savez déjà le vôtre? Moi, mon rôle, il est à la fédération, mais vous savez que pour être à la fédération, je dois me présenter à la région. Et je voudrais pouvoir commencer à l'expliquer, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Ouais. Donc là, vous mettez un peu la pression sur votre parti pour qu'on avance? Ça tarde trop? Vous savez que quand je pense quelque chose, en général, je le dis assez franchement. Voilà, je vous remercie d'être venu sur le plateau pour dire tout ça. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Charles Piquet et Sophie Devos. Belle fin de journée à tous et bon week-end.